on va parler de comment initier une insulinothérapie. Et il faut juste les diapositives. Voilà, ça y est. Donc ça c'est une étude qui a étudié dans une grande cohorte de patients l'insulinosécrétion physiologique. Et donc c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de bien comprendre ensuite pourquoi on fait le profil, pourquoi on fait des schémas d'insulinothérapie et comment on va les construire, et aussi les différents besoins. Donc moi, ce que je trouve intéressant sur cette diapositive, donc on voit bien les besoins en insuline à chaque prise alimentaire, hein, d'accord. Et puis on voit aussi, vous avez le dîner là et la personne qui va se coucher. Vous voyez aussi que le fait de diminuer son activité physique parce qu'on est couché sur un lit, on va aussi diminuer, continuer à avoir des besoins en insuline importants. Et donc les besoins en insuline le soir sont assez élevés. L'autre chose qu'on voit aussi sur la diapositive, c'est que la basale, elle est plus basse au cours de la nuit que pendant la journée. D'accord. Donc ça, c'est des points qui nous servent un peu de réflexion quand on veut savoir le schéma et réfléchir au schéma le plus adapté pour l'insulinothérapie. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un traitement par insuline chez un patient qui a un diabète? Bien évidemment, c'est pour traiter la carence en insuline et avec un objectif de maintenir une qualité de vie du patient acceptable. Et donc, on va toujours balancer entre ces deux effets, d'être le plus efficace possible et pourtant d'être toléré. Et donc parce qu'on sait qu'il y a énormément de conséquences sur le psychologique, hein, sur l'enfant lui-même d'avoir un diabète de type 1, mais aussi la famille avec une charge liée au traitement, aux injections, aux parents qui vont aux mères, beaucoup les mères, hein, qui vont arrêter de travailler, sur l'impact à l'école, le fait de pas aller faire des activités, etc. Donc il y a tous ces points-là qui font que qu'on va prendre en considération dans le type d'insulinothérapie qu'on va utiliser. Ensuite, dans notre deuxième objectif de traitement, c'est d'éviter les complications aiguës. Donc principalement les hypoglycémies, mais également les carences en insuline aiguës qui généreraient des acidocétoses inopinées entre guillemets. On veut éviter également les complications chroniques, et donc ça c'est l'objectif majeur, hein, c'est d'assurer une insulinothérapie qui va vous préserver, qui va empêcher les complications macro-angiopathiques. Donc ça a été très c'est une notion qu'on connaît depuis très longtemps, que le taux d'hémoglobine glyquée, il est vraiment corrélé. C'est une courbe qui est exponentielle, hein, c'est-à-dire que dans les hémoglobines glyquées très élevées, les risques augmentent beaucoup, il y a une corrélation parfaite entre le taux d'hémoglobine glyquée et le risque de développer une rétinopathie ou une atteinte rénale du diabète. Donc ça, c'était ce on a connu pendant très longtemps, et depuis moins de 10 ans, on a ajouté un autre paramètre dont on sait qu'il est également corrélé de façon linéaire quasi avec les complications, c'est le temps dans la cible. Donc le temps dans la cible, aujourd'hui, c'est un marqueur qui est aussi important que l'HbA1c. Mais ça dépend après des outils qu'on a à sa disposition, hein, parce que pour avoir le temps dans la cible, il faut avoir un monitorage continu du glucose, hein, il faut avoir un capteur avec des données continues sur la journée. Donc ça, c'est pas accessible à tout le monde. Donc ces deux éléments-là sont très importants. Et en gros, on sait que à chaque fois qu'on réduit l'HbA1c d'un point, on va diminuer le risque de pathologies associées, donc de comorbidité, de complications microvasculaires, d'infarctus chez l'adulte et de maladies vasculaires périphériques. C'est des données de l'adulte parce que les enfants développent très peu, enfin, c'est pas qu'ils développent pas de complications, c'est que les complications ne sont pas encore visibles à l'âge pédiatrique. Il faut au moins 5 ans
pour commencer à développer les complications à long terme, et en moyenne, c'est plutôt 10 ans. Donc, les bilans de complications, on les fait jamais avant 5 ans de diabète. D'accord. Donc il y a des recommandations qui ont été faites par différentes sociétés européennes, l'ISPAD, les sociétés américaines, pour dire le taux d'hémoglobine dans lequel on doit se situer, mais aussi le temps dans la cible qu'on doit avoir pour prévenir ces complications à long terme. Et donc en termes d'hémoglobine glyquée, qui est le marqueur le plus simple à obtenir, on est censé amener les enfants à moins de 7% d'hémoglobine glyquée, ce qui est un vrai challenge. Je ne sais pas comment sont vos hémoglobines glyquées moyennes, mais chez moi, on est plutôt plus près de 8, quelque chose que de 7%. Donc c'est pas toujours facile. Alors donc il y a ça a été évoqué par ma collègue, il y a différents, enfin l'insulinothérapie, elle a évolué de façon majeure depuis que l'insuline a été découverte et injectée pour la première fois en 1920, et donc le deuxième grand moment de découverte, c'est dans les années 80, l'apparition des stylos à insuline qu'on utilise encore aujourd'hui et qui sont extrêmement utiles, pratiques, fonctionnels, etc. La seule chose qu'on rajoute peut-être aujourd'hui, c'est qu'il existe des stylos connectés qui permettent d'associer les injections au monitorage continu du glucose, par exemple, et qui vont vous permettre de vraiment pouvoir adapter les doses de façon rapprochée et suivre votre patient même à distance. Et puis, bien sûr, les pompes et aujourd'hui la boucle fermée, donc le système avec un algorithme où la pompe va calculer elle-même la dose d'insuline à injecter en fonction des variations de la glycémie et de la vie, de la connaissance du patient, en s'améliorant progressivement au fur et à mesure de la vie du patient. Et ça, la boucle fermée, je vais pas en parler aujourd'hui, mais juste un petit mot pour dire que c'est probablement une révolution au même titre que les stylos à insuline ont été une révolution dans les années 80, parce que ça allège le fardeau du traitement de façon majeure et ça améliore l'équilibre du traitement également de façon très importante, même quand les patients ne sont pas observants, font n'importe quoi avec l'alimentation, etc. C'est vraiment une transformation complète dans l'efficacité du traitement dans le diabète de type 1. Alors, on va parler un peu des différentes insulines et de comprendre pourquoi une telle insuline est meilleure que telle autre et à quoi elle sert, etc. Donc, on a des insulines lentes, des insulines rapides, et puis on a des insulines biosynthétiques humaines. Donc c'est les anciennes, celles qu'on a, donc l'Actrapid, l'Insulatar, la NPH, et des insulines, des analogues de l'insuline. Et donc les analogues de l'insuline, en fait, c'est la molécule d'insuline qui a été modifiée, donc avec un ou plusieurs acides aminés, pour avoir une libération un mode d'action, une cinétique, je dirais, différente. Mais une affinité pour le récepteur de l'insuline identique. Donc en termes d'efficacité glycémique, c'est la même chose, c'est juste le profil cinétique qui change. Donc les insulines biosynthétiques, les premières qui sont donc synthétisées par génie génétique dans des bactéries, etc. Donc la molécule d'insuline humaine, c'est un hexamère d'insuline. On injecte et l'insuline va être libérée de façon progressive. Cet hexamère va se dissoudre et ça va vous donner cette action un peu prolongée de l'insuline après l'injection. Donc cette dissolution, elle se fait dans le tissu sous-cutané qui est à la bonne température et qui a la bonne consistance. Si on est en intradermique ou si on est en intramusculaire, cette dissociation ne se fait pas du tout de la même façon et ça peut expliquer que ça va donner des hypoglycémies ou une inefficacité du traitement.
Ok. Donc, il y a plusieurs profils. L'actrapide, c'est une insuline qui a une action dite rapide entre guillemets, et qui peut durer quand même parfois jusqu'à 6-8 heures après l'injection. Et l'insulatar a un profil beaucoup plus étalé, mais vous voyez que ça vous fait vraiment un pic tout de même, avec une descente ensuite progressive. Or, l'insulatar, c'est une insuline qu'on veut utiliser plutôt comme pour couvrir en fait les besoins en insuline basale dans la journée, où on a besoin plutôt d'un taux un peu constant. Donc c'est quelque chose qui peut nécessiter, par exemple, de refaire une injection à ce moment-là, quand on arrive vraiment à la fin d'efficacité de l'insuline. Donc, en fonction de l'insuline qu'on va utiliser, on va avoir des attitudes à avoir différentes, et on a même des mélanges d'insuline rapide et lente qui sont extrêmement pratiques, par exemple chez les enfants qui vont à l'école et pour lesquels on veut pas refaire d'injection en milieu de journée. On utilise de moins en moins les mélanges, mais tout de même, ça peut avoir un certain intérêt chez l'enfant prépubère uniquement. Donc les analogues, eux, ont une cinétique qui peut être beaucoup plus intéressante, parce que les analogues rapides, donc par exemple la Novorapide, les analogues rapides vont avoir un profil bien meilleur pour le repas, puisqu'ils vont monter et redescendre très rapidement. Et les analogues lents ou semi-lents vont avoir aussi un profil beaucoup plus intéressant, parce que ça va beaucoup plus ressembler à une basale. Et les dernières générations, c'est par exemple la Tresiba ou la Basaglar, qui sont des molécules qui ont une action pendant plus de 24 heures, et qui, avec vraiment cette notion en plateau qui est très importante pour diminuer le risque d'hypoglycémie et améliorer l'observance des patients. Alors, ces insulines, elles vont être utilisées de façon différente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les rapides et les lentes de la même façon. Dans une pompe à insuline, dans une intraveineuse, quand on reçoit le patient pour une acidocétose, on met que de la rapide. On met de l'actrapide. Alors que dans un traitement sous-cutané, on va associer une lente et une rapide. Et après, on va faire bien attention, bien sûr, au point d'injection et au site d'injection. Alors, il y a différents types de stylos qu'on peut utiliser. Donc, il y a différentes marques avec des stylos, soit des stylos jetables, soit des stylos dans lesquels on met des cartouches qu'on va remplacer et qu'on va utiliser de façon régulière. On va bien sûr garder son insuline au frigo, mais une fois que la cartouche est dans le stylo, on peut se promener avec son stylo d'insuline sur soi. Donc il y a plusieurs, il y en a avec des mémoires, il y a des stylos, on peut avoir plusieurs formes et formats, mais le principe du stylo est quasiment toujours le même. Alors, pour vous, sur les photos que je vous ai mises là, c'est quoi les zones d'injection de l'insuline qui vous paraissent les plus adaptées? La A, la D, c'est tout? La C, moi je serais moins d'accord sur la C, parce qu'il est trop musclé. Trop musclé, vous pouvez pas le piquer dans les bras, lui. Donc il faut vraiment, parce que là, même avec une aiguille de 4 mm, très courte, les plus petites, vous serez quasi dans le muscle. Donc la C, moi j'aurais dit non. Moi j'aurais dit la A, oui. La D, oui. Et la E. Et pas la B. Donc voilà. Alors les tout petits, les petits enfants qui sont difficiles à piquer parce qu'ils courent partout, ils bougent, etc. Donc un nourrisson, on peut le piquer aussi au-dessus de l'omoplate, d'accord? Donc ça c'est aussi un point dans ce cas-là, on met l'enfant sur les genoux, on le tient avec un bras, on pique avec l'autre.
Ça peut marcher, et c'est des points d'injection qui font assez peu de lipodystrophie. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs sites, parce que bien sûr, il faut faire une rotation. Bon, les patients, après, les grands, évidemment, ils vont se piquer là où il n'y a pas besoin de se déshabiller, et donc il faut. La question de la lipodystrophie, c'est un point majeur. Je vais pas trop. Enfin, on peut en discuter, mais c'est un point majeur dans le suivi du diabète, de l'efficacité, etc. Il y a des zones qui font plus de lipodystrophie que d'autres. Hein, je dirais les poignées d'amour, et il y a des personnes aussi qui font des lipodystrophies absolument majeures sans qu'on s'explique pourquoi. Alors j'ai une petite vidéo, non, j'avais ça aussi. Pour vous, quelle est la bonne technique d'injection de l'insuline? Alors on peut avoir plusieurs réponses. Comment vous faites les injections d'insuline? Vous dites B? Regardez bien la photo. Regardez bien la photo. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc vous proposez A. Pourquoi vous proposez A? On rassemble pas la graisse sur la D, mais sur la A, on le fait, on est sûr de ne pas tomber sur le muscle. C'est ce que je pense. Non, vous avez tout à fait raison. Donc sur la A, vous avez fait il y a un petit pli qui n'est pas trop petit pour pas être que en intradermo, donc qui vous permet vraiment d'attraper le tissu sous-cutané et de faire l'injection. La B, et le stylo est bien perpendiculaire à la peau. La B, ce qui va pas, c'est que le stylo est à 45 degrés, donc vous allez être en intradermo. La C, qu'est-ce qui va pas? On attrape le muscle, donc on n'est pas bon. Et la D, alors la D, on peut. La D, c'est tout à fait correct, avec les aiguilles petites. Les 4 mm, on fait pas de pli, jamais, pas besoin de pli. Donc, à partir des aiguilles 5 mm, on fait un pli, donc on se met sur le A, et la D, c'est pour les aiguilles, les aiguilles toutes petites. Encore un petit point sur les... Alors, attendez, on va voir si ça marche. Et j'espère qu'il y aura le son. On a fait une petite vidéo. Je crois que j'ai atteint mes... Ah, il n'y a pas de son. Alors, bon, le son fonctionne pas, c'est pas grave. Donc on met l'aiguille, bien sûr, on enlève le capuchon, on prépare la dose avec donc tous les stylos ont un système de dosage. Une purge, une seule purge au début du stylo. J'enlève les gouttes qui sont au bout de l'aiguille. Donc sur un sopalin, etc. L'insuline, ça a une odeur. Hein. Voilà, donc je suis prête. J'ai mis ma dose et donc là, je fais mon petit pli, et je pique à 90 degrés, hein, vraiment à la perpendiculaire. J'enfonce bien jusqu'à la garde l'aiguille. J'injecte doucement. Temps de latence à peu près une dizaine de secondes. Et ensuite, j'enlève tout droit et rapidement. Je rentre doucement, mais j'enlève rapidement. OK? Et donc ensuite, je pense que c'est en train de recommencer. On va pouvoir arrêter la vidéo. Voilà. Un dernier petit point, je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. L'absorption de l'insuline, quand on fait une insulinothérapie sous-cutanée, elle peut être très variable, elle peut changer, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être l'endroit où on injecte. Donc, c'est plutôt pas mal d'essayer de garder
C'est-à-dire de faire toujours la lente à un endroit et puis la rapide à un autre endroit, mais en même temps il faut quand même arriver à changer, donc il faut aussi changer de côté. La température corporelle joue également. Je veux dire, quand on a très chaud, que les vaisseaux sont dilatés, on va avoir une diffusion plus rapide. L'exercice physique qui va favoriser l'utilisation, voilà. Le massage de la zone, la profondeur d'injection, les lipodystrophies, est-ce qu'il y a des cicatrices, etc. Bon, on peut imaginer plein de raisons pour lesquelles il y a une variation dans l'absorption de l'insuline. Je vous remercie. On s'arrête là.